monde. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Personnellement, je me sens un peu imposteur parce que c'est des spécialistes géomatiques. Je suis biologiste, mais on va vous parler quand même d'éléments d'innovation et de collaboration pour avancer en utilisant la géomatique. Et aussi mettre en lumière que dans le bilan qui a été présenté de Géomont, il y a des choses underground qui ont été faites, qui n'ont pas été mentionnées, mais il y a toute une série de développements technologiques en arrière du projet qu'on va vous présenter qui a été piloté par Géomont. Donc, pour saisir un peu le projet, on va faire un peu de géographie. Donc, le Québec, c'est 1 700 000 km². Si on regarde le gradient sud-nord, il y a une richesse abondante dans le sud et elle diminue là, graduellement au niveau de la présence d'habitat et de la biodiversité. Et la même chose au niveau des humains. On est tous dans le sud parce que les sols sont meilleurs, le climat est meilleur, etc. Il y a moins en moins d'humains quand on s'en va vers le nord. Évidemment, plus il y a d'humains, plus il y a des sols riches, plus il y a des pressions. Donc, il y a aussi dans le sud plus d'espèces rares que dans le nord. Toutes les terres privées se retrouvent majoritairement au sud du 49e parallèle. Là, on parle beaucoup des objectifs là, de rejoindre le 17 d'aires protégées. Donc, si on voulait rejoindre le 17 avec les terres privées, on n'y arriverait pas parce que c'est uniquement 8 de la province. OK? La richesse de l'habitat et de la biodiversité sont évidemment les plus grandes sur les terres privées parce qu'elles sont au sud. Donc, comme je vous ai expliqué, sol, climat, etc., fait que c'est là qu'il y a la plus grande richesse. Évidemment, les espèces rares sont à cet endroit-là aussi. Les pressions sont à cet endroit-là aussi. Le fleuve Saint-Laurent traverse la partie méridionale. Pourquoi on vous dit ça là-dedans? Parce qu'une partie du projet qu'on va vous présenter émane du plan d'action Saint-Laurent, qui est un plan qui vise le Saint-Laurent. Donc, on va vous parler d'un chef-d'œuvre auquel plusieurs acteurs participent. Marie-Lou va vous présenter ça tantôt. C'est les membres du RMN qui sont les gens qui sont très actifs dans la conservation sur les terres privées. Donc, c'est un bel exemple de réussite et de collaboration et d'améliorer, de faire des gains quand on se parle puis quand on travaille ensemble. Avant 2011, on est conscient qu'il se passe des choses. Ça fait 40 ans qu'il se passe des choses en terre privée. Donc, avant 2011, on est conscient de ça, mais on comprend mal. On a des connaissances partielles. Ce qu'on cherche à mesurer, on n'a pas de critères stables. On a surtout aussi une absence de données spatiales. Il n'y a pas, 2011, la géomatique est apparue plus présente, disons, dans les années 2000. Là. Donc, les gens n'ont pas fait le saut encore. Il y a beaucoup de données papier. Il y a beaucoup de choses. Les données spatiales ne sont pas faciles à manipuler. Il n'y a pas d'intégration ou très peu d'intégration des données qui sont faites. Et il y a deux dépôts de connaissances qui se parlent plus ou moins bien. Le RMN a développé un répertoire des milieux naturels protégés et le gouvernement du Québec a développé un registre des aires protégées. Un compile des choses, l'autre compile des choses. À votre grande surprise, les deux entrepôts ne se parlent pas. Ça n'arrive pas au gouvernement, ça. Donc, donc, vous avez vu en arrière-plan de ma diapositive le territoire du plan d'action Saint-Laurent. En 2011, ce plan-là est arrivé. C'est un protocole entre les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, qui vise le Saint-Laurent. C'est un protocole qui existe depuis très longtemps. Je pense que la première mouture, c'est 1989. On est donc dans la 4e mouture de ce plan-là, qui a été signé de 2011 à 2026. Principalement, ce qu'il vise à faire, c'est poursuivre des actions conjointes entre les deux paliers de gouvernement pour en améliorer la qualité, notamment à l'égard de la conservation de la biodiversité, de l'amélioration de la qualité de l'eau et la pérennité des usages. Ça vise aussi à développer des outils d'aide à la décision, d'améliorer la gouvernance, à nouveau, ce que les deux paliers de gouvernement se parlent, donc d'améliorer la gouvernance entre les deux paliers de gouvernement le long du corridor du Saint-Laurent. Poursuivre les programmes de financement qui sont associés au plan d'action Saint-Laurent depuis ces 4 dernières versions. Et de cette série d'activités-là, il y en a 4 qui visent la conservation de la biodiversité dans le corridor du plan d'action Saint-Laurent. C'est de ça le projet qu'on va vous parler aujourd'hui émane de. Le portrait des autres mesures de conservation et améliorer les structures d'acquisition d'informations. C'était ça qui était en arrière. Donc, dans ce projet-là, ce qu'on visait, c'était d'appuyer la prise de décision pour développer des plans de conservation. Donc, il y a 4 activités que je vous ai dit. Cette activité-là supporte les 3 autres, c'est-à-dire le développement de plans, l'analyse de connectivité et des stratégies de mise en œuvre pour la conservation.
C'est ça qui est prévu à l'intérieur du plan d'Action Saint-Laurent. Ça consolide aussi le répertoire des milieux naturels protégés ainsi que le registre. L'idée qui est en arrière du gouvernement du Québec d'embarquer avec le gouvernement fédéral dans ce projet-là, c'est de dire au niveau de son produit à lui, le registre, il était aveugle sur ce qui se passait en terre privée. Au niveau du RMN, il y avait des éléments perfectibles et donc on a dit on va travailler les deux ensemble pour essayer d'améliorer la prise de décision. Il est aussi important de considérer que le registre des aires protégées au Québec est l'outil qui donne l'avancée des aires protégées dans l'objectif de la Convention pour la biodiversité, l'atteinte du 17 de mesures de conservation en milieu terrestre ou dans les eaux intérieures. C'est cet outil-là qui compte. Ça va? Donc, de 2011 à 2016, première période de ce projet-là, on sait qu'il se passe quelque chose, mais on le comprend très mal. Donc, on se dit, on va structurer et on va commencer à cumuler des premiers résultats. De 2016 à 2021, on a opérationnalisé la structure qu'on a développée, on l'a fait connaître et on commence à l'utiliser de manière à pouvoir obtenir des résultats et commencer à prendre des décisions. De 2001 à 2026, on va en parler, c'est le futur, mais on est en train d'en discuter. Actuellement, vous êtes au courant, il y a plusieurs programmes d'aide financière qui ont été lancés par les deux paliers de gouvernement pour stimuler l'atteinte de l'objectif du 17 auquel je vous rappelle depuis tout à l'heure. Donc ça va amener énormément d'argent dans le système. En fait, c'est pas ça va, ça amène au moment où on se parle énormément d'argent dans le système. Donc, ce qui fait que les mesures de conservation sont tributaires de l'énergie qu'on fournit pour aider les gens à faire des actions de conservation. Actuellement, il va y avoir un élan nouveau pour aller chercher des mesures de conservation additionnelles. Il est donc important de maintenir des outils pour savoir donc où on s'en va, donc où on est puis où on s'en va. Donc, renouvellement des programmes et l'importance de continuer à comprendre pour revoir les décisions qu'on prend. Donc, quand on s'est structuré, on a dit qu'est-ce qu'il faut capturer. On a ciblé 15 mesures de conservation, on a établi une ligne, on a dit qu'est-ce qui est efficace, puis à partir de là, on va commencer à accumuler. On a besoin de pouvoir traiter cette information-là spatialement, donc ça prend des polygones, c'est fini, juste un descriptif, ça ne marche pas. Ensuite, on doit avoir une portée. Le produit, donc, doit avoir un effet juridique ou administratif au niveau de la conservation. On a aussi opté, comme on devait solliciter l'information auprès de plusieurs intervenants différents, puis qui sont surtout motivés par aller chercher des mesures sur terre privée, on a dit on va leur demander le minimum d'informations. Il est préférable d'avoir un peu d'informations que d'essayer d'avoir tout, puis que personne ne donne rien finalement. Donc, on a opté vers une structure très légère qui capture l'information vitale, puis on complétera cette information-là selon nos besoins avec d'autres sources indirectes. Donc, il faut que ça soit exploitable par un GIS. Il faut que ça soit facilement mis à jour. Et l'information, on doit s'assurer comme cette information-là vient d'une multitude d'acteurs différents qui vont nous parler de leurs recettes, leurs secrets industriels. Si on le met dans le monde de la conservation, ils vont nous parler un peu de leurs secrets industriels. Donc, il faut qu'ils fassent confiance. Donc, ça aussi, c'était un aspect qui était très important, de développer un endroit où ils vont avoir confiance de venir porter leurs secrets industriels. Et maintenant, je vais vous céder la parole à ma collègue Marie-Lou. Merci, Pierre. Pierre a commis le cadre un petit peu. Moi, je vais vous parler plus précisément des outils qu'on a développés, puis je vais juste reculer un petit peu pour juste prendre le temps d'expliquer le réseau de milieux naturels protégés, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'ici, en fait, vous voyez une carte de nos membres un peu partout au Québec. Donc, on est vraiment un réseau de membres qui fait de la conservation en terre privée. Donc, des organismes de conservation partout au Québec, mais sud du Québec, parce que c'est là que sont les terres privées. Donc, c'est vraiment des membres partout au Québec. Le RMN regroupe la majorité des acteurs de la conservation en terre privée ou conservation volontaire, c'est des synonymes, là, dans la province. Et donc, tout ce réseau-là ensemble, c'est plus de 300 professionnels qui protègent plus de 56 000 hectares de terres protégées. Puis là, dans le fond, conservation en terre privée, on est habitué un peu de parler à des gens qui savent de quoi on parle. Je vais juste prendre le temps peut-être de juste l'expliquer 2 secondes. Là. Mais on parle vraiment d'organismes communautaires qui vont approcher des propriétaires fonciers pour qui ont des terrains qui ont une valeur écologique très importante, pour soit leur proposer d'acheter leurs terres, de se faire donner leurs terres ou de mettre des mesures de conservation légales. Il existe différents outils légaux au Québec pour faire ça, pour vraiment protéger ce terrain-là, on l'espère, à perpétuité pour empêcher tout développement sur ce terrain-là. Donc, c'est ça la conservation en terre privée. C'est ça qu'on essaie de capturer là, avec les outils dont on va parler aujourd'hui.
Donc, le RMN, on a été fondé il y a 26 ans. On regroupe la majorité des acteurs de la conservation au Québec. Notre mission, c'est vraiment d'encourager et de supporter la conservation des milieux naturels partout dans la province. Et le projet qu'on parle aujourd'hui, c'était vraiment, l'objectif était de mieux comprendre ce qui se fait en conservation en terre privée, pour après ça pouvoir utiliser cette information-là pour que ça serve aux décideurs ou aux gens qui travaillent en aménagement du territoire, en planification de la conservation. Donc, au début des années 2000, le RMN s'est comme lancé commencé à répertorier tout ce qui se fait comme mesure de conservation en terre privée. Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y avait pas, dans le fond, d'endroit où cette information-là était capturée et ça menait à une sous-représentation de tous ces terrains-là protégés en terre privée dans le registre officiel du ministère de l'Environnement provincial. On savait qu'il se passait plus que ça, mais on n'arrivait pas à aller chercher cette information-là. Par contre, il y avait des grandes difficultés pour aller chercher l'information. Les groupes, les organismes de conservation, ces organismes-là communautaires n'ont pas d'obligation d'inscrire nulle part leurs terres protégées. Donc, c'est vraiment sur une base volontaire. Et il y a vraiment des ressources très inégales d'un organisme à l'autre. Vous connaissez peut-être Conservation de la Nature Canada, qui est comme le plus gros organisme de conservation, qui a une portée même nationale, qui a des super bonnes façon de capturer l'information, ils ont des bases de données, tout ça. Mais d'un autre côté, on a aussi des groupes communautaires, c'est une initiative citoyenne, c'est quelques bénévoles ensemble qui sont mis, qui ont fait une grosse campagne levée de fonds puis qui ont réussi à protéger quelques terrains. Donc, ils n'ont pas nécessairement vraiment une base de données bien organisée puis du temps à y mettre. Fait que c'est vraiment, ça, c'était un des grands défis, là. Donc, en 2005, avec l'aide de la Fondation de la Faune du Québec, qui voulait bien nous supporter là-dedans, on a commencé un travail d'appeler tous les organismes de conservation qu'on connaissait dans notre réseau. Comme on est un réseau de partenaires, on savait qui appeler. Puis juste demander, voulez-vous partager des informations sur les terrains protégés? Qu'est-ce que vous possédez comme information? Pouvez-vous remplir notre petit formulaire Excel? Donc, on a vraiment commencé à compiler comme ça des informations. Puis en 2007, on lançait un premier interface en ligne pour montrer où sont les terrains protégés au Québec. Par contre, c'était très sommaire, comme vous pouvez voir. C'est des petits points, c'est même pas des points, c'est des petits arbres sur une carte. Pas de polygone. Et quand on cliquait sur un petit arbre, on avait une petite information sommaire là, de c'est où, c'est qui protège ça. Des fois, on n'indiquait pas nécessairement c'était qui le propriétaire parce que c'était peut-être un individu qui n'avait pas envie qu'on mette son nom sur une carte publique. Donc, tout ce qui était information géoréférencée était très, très limité. Capacité restreinte à exporter les données parce que c'était pas vraiment normalisé. Tout le monde nous fournissait un peu de l'information différente. Mais quand même, on discutait avec les gouvernements intéressés, c'est-à-dire Environnement Canada puis le ministère de l'Environnement au Québec, pour leur laisser savoir qu'on avait ces informations-là puis qu'ils puissent les prendre quand même en considération. Alors, ça pouvait ressembler à ça. Fait que là, quand on a fait ce premier travail-là, puis on a continué dans les années suivantes aussi, là, c'était vraiment d'aller rechercher, même dans le passé, tout ce qui avait été fait. Fait que des fois, c'était des cartes comme ça, barbouillées à la main, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Numérisation de documents légaux, tout ça, c'était pas encore très à la mode, là. Fait que belle pile de copies papier, essayer de farfouiller là-dedans. Fait que c'était pas évident. Et entre 2012 et 2014, avec l'appui d'Environnement Canada, on a eu quelqu'un, c'est-à-dire Pierre, qui était très motivé à nous appuyer dans ce projet-là pour qu'on améliore les outils. On a décidé de faire une grosse révision du répertoire et d'y ajouter une plateforme d'auto-enregistrement qui allait nous aider à capturer l'information, à mettre dans le fond celui qui possède la donnée, l'organisme de conservation, que ce soit lui qui ait à remplir l'information de manière plus normalisée. Et là, on est là aujourd'hui pour en parler parce qu'en fait, cette plateforme d'auto-enregistrement, c'est Géomont qui l'a développée en collaboration avec nous, mais cette plateforme appartient au bout du compte à Environnement Canada, mais nous, on la gère, on l'utilise pour nos besoins. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment de rajouter l'information géospatiale dans notre base de données pour vraiment avoir l'aspect géomatique pour être capable de visualiser ces terrains-là protégés. Donc, ça, c'était l'objectif principal. Il y avait plusieurs autres objectifs, comme de normaliser les données, qu'il y a un outil simple pour saisir l'information, mais pour aussi l'afficher. Qu'après ça, on a une façon de rendre disponible cette information-là pour ceux qui veulent l'utiliser, particulièrement ceux qui travaillent en aménagement du territoire, en planification de la conservation.
Et aussi, pour nous, de faire reconnaître l'importance de la conservation en terre privée. C'est pour nous un outil pour montrer tout ce qui se fait par tous nos membres dans ce réseau-là. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir, qu'est-ce qu'on allait avoir comme, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on allait avoir comme données de référence. On voulait des données qui étaient fiables, qui se trouvaient facilement, puis qui avaient comme une base commune pour toutes les propriétés qu'on allait répertorier, parce que tout le monde avait sa façon à lui de garder les données chez lui. Fait que ce qu'on s'est entendu, on s'est dit, OK, on va y aller avec le titre de propriété, les actes notariés au registre foncier. Donc là, on sait qu'on peut aller chercher. De toute façon, on s'intéresse à des mesures qui ont une portée légale. Donc, on va y aller avec les titres de propriété pour se faire nos différents tableaux, nos différentes données qu'on veut dans cette base de données-là. Et donc, avec l'aide de Géomon pour la plateforme d'auto-enregistrement, avec l'aide de Neogis, qui a été ceux qui ont vraiment programmé, puis en fait, c'est vraiment Marilyn dont on parlait tantôt, c'est vraiment son projet à elle, qui a vraiment programmé notre répertoire, qui est une interface en ligne. On a développé ce répertoire-là où on peut trouver toutes les données sur les sites protégés en terre privée. Et la plateforme d'auto-enregistrement et le répertoire sont deux outils qui travaillent ensemble. Fait que sur notre répertoire, on peut aller cliquer sur « Signaler un site ». Et là, on arrive dans la plateforme d'auto-enregistrement, où est-ce que là, dans le fond, vraiment, le concept, c'est de dire l'organisme de conservation qui vient de protéger un site va dans la plateforme et on va lui demander de l'information minimale qu'on a vraiment besoin pour pouvoir capturer son site. Donc, on essaie de faire ça pas trop lourd pour que, comme Pierre disait, il y ait comme envie de le faire, ça ne paraisse pas trop un travail accablant. Puis après ça, avec ce minimum-là, nous, on est capable de vérifier la suite. Donc, en gros, ce qu'on leur demande, c'est des titres de propriété ou des actes notariés qui prouvent la protection de leur terrain, ainsi que les fichiers de forme. Donc, actes notariés, fichiers de forme. Et donc, dans la plateforme, vraiment, comme je disais, un début, c'était de capturer l'information géomatique, mais on essaie de reconnaître aussi que ce n'est pas tout le monde qui allait avoir cette information-là en main, ce qui est de moins en moins vrai, par exemple. Là, vraiment, ça se démocratise visiblement. Là. Mais déjà, il y a quelques années, il y avait plusieurs organismes qui n'avaient pas de capacité géomatique. Donc, avec Géomon, ce qu'on a développé, pensé, c'est dans notre formulaire de la plateforme, c'est de donner différentes options. Donc, on leur demande, pour votre nouveau site protégé, avez-vous un fichier de forme? Si oui, merveilleux. S'il vous plaît, veuillez le téléverser ici. Et nous, après ça, on y a accès, puis on peut aller le regarder et l'étudier. Sinon, est-ce que vous auriez les numéros de lot au cadastre? Donc, si la personne a ces numéros de lot de ces sites protégés, eh bien, nous, après ça, on leur demande d'indiquer les numéros. On peut aller fouiller dans le cadastre du Québec et trouver c'est quoi ces terrains-là qui ont été protégés. Sinon, ça se corse. Pouvez-vous dessiner votre lot? Alors, Géomon nous a fabriqué un petit outil où est-ce qu'ils peuvent, dans la plateforme même, aller dessiner à main levée et où leur terrain. Ça nous donne au moins une information de base qu'après ça, on peut rechercher plus en détail. Et là, sinon, ben là, on est rendu un peu dans... je ne sais pas ce que vous faites, là, mais écrivez-nous quelque chose, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais bon, c'est juste pour avoir une porte de sortie. D'habitude, on ne se rend pas là. C'est jamais arrivé, je pense. Mais, donc, une fois qu'on a ces données-là sur la plateforme, nous, on peut les télécharger. Et là, on les valide parce qu'on veut une information le plus fiable possible pour, après ça, avoir confiance en nos données. Donc, on valide avec le titre de propriété. Alors, on espère qu'ils nous l'ont fourni. Sinon, il y a des façons d'aller chercher au registre foncier le titre de propriété, d'éplucher ça, de comprendre à qui appartient le terrain, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-dedans, habituellement, on arrive à trouver quelle mesure de conservation légale est sur le terrain. Sinon, on peut aller faire d'autres recherches au registre foncier pour compléter l'information. Donc, ça, c'est vraiment très précieux. Et on fait aussi une validation des fichiers de forme. Donc, on va superposer les polygones qu'on nous a donnés avec le cadastre, puis comparer comment ça correspond. Des fois, on va un petit peu trafiquer les polygones qui nous ont été donnés pour que ça arrive bien sur le cadastre. C'est ça. Et là, on se retrouve avec une base de données qui est validée, qui est fiable et qui permet de mettre en commun des données et aussi qui nous permet de partager avec des gens en étant assez confiants de ce qu'on leur propose. Donc, juste pour résumer, on a la plateforme qui appartient à Environnement Canada, mais dont on a le droit d'utiliser aussi. Les organismes de conservation rentrent leurs informations minimales. Après ça, nous, à travers notre répertoire, on valide les données, on les affiche sur le répertoire et après ça, on peut partager ces données-là. Dans le fond, il y a une version
ouverte à tous, que tout le monde peut aller voir du répertoire, ou est-ce qu'on voit juste des points? Il y a quand même un souci de confidentialité. Les organismes nous ont signé des licences comme quoi ils étaient prêts à partager des données, que c'était correct qu'on donne toute l'information détaillée à des gouvernements, mais après ça, pour ce qui est du grand public, on y va plus avec des informations sommaires pour protéger la confidentialité. Et on partage aussi avec d'autres organisations qui sont intéressées à avoir les données. Résultat, donc, à ce jour, on a maintenant 1115 sites protégés qui se retrouvent dans notre répertoire, 56 619 hectares de sites protégés en terre privée. Pour nous, c'est super intéressant parce que ça nous permet de brosser des portraits d'actualité de la conservation dans la province et on peut partager ces données-là avec plein de différents acteurs du territoire qu'on est vraiment content qu'ils aient cette information-là et qu'ils puissent la prendre en considération. Puis là, j'ai pas mis ici Hydro-Québec aussi qui s'est montré très intéressé puis qu'on est vraiment content qu'ils prennent ces données-là en considération dans les tracés de leurs lignes à haute tension. Et ça nous permet, je vais passer vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais pour nous aussi, en tant que représentants de la conservation volontaire au Québec, on peut après ça sortir plein d'informations intéressantes sur ce qui se passe. C'est quoi les mesures de conservation les plus populaires en terre privée? C'est comment ça se passe d'une région à l'autre, la conservation en terre privée? C'est qui les régions les plus dynamiques? Les moins, tout ça. Là, ça commence à être des vieilles données, hein, déjà de quelques années, mais juste pour donner une idée. Comment ça s'est passé à travers le temps? En bleu, c'est le nombre de sites protégés chaque année. On voit qu'il y a des gros pics qu'on peut quand même bien matcher avec des programmes de financement qui ont été octroyés dans ces années-là. Fait que c'est intéressant pour nous. Pierre? OK. Donc, rapidement, vous voyez... Pourtant, ça n'a pas bougé. Les gens m'ont toujours dit que ça portait bien. La captation, OK. Donc, vous voyez ici un schéma résumé un peu qui montre la circulation de l'information entre le RMN et nous, puis comment on alimente aussi le registre québécois des aires protégées, mais également aussi le système canadien, parce que tout ça, cette façon de rapporter l'information est connectée jusqu'au Canada dans le SRSAC. En anglais, on l'appelle le CARTS. On est plus familier avec ça. Et c'est l'outil qui permet au Canada de rapporter quand vient le temps d'aller à la Convention à une rencontre de la Convention sur la diversité biologique. C'est les données du CARTS qui sont utilisées pour donner l'état d'avancement du Canada. Ces données-là au Québec, dans le CARTS, proviennent du registre des aires protégées. Donc, c'est important que le répertoire soit bien alimenté, que la géodatabase d'Environnement Canada soit bien alimentée, et ainsi de suite. Donc, c'est pour faire le lien avec le titre de notre présentation qui disait au Canada. Ça va, c'est beau, c'est là que ça se passe. Le registre des aires protégées, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est le gouvernement du Québec, c'est pas moi. Donc, c'est un registre qui est créé de façon légale par la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il y a une définition d'aires protégées là-dedans. Donc, tout ce qu'on verse au gouvernement du Québec est analysé en fonction de ces paramètres-là. Il est possible, parfois, que des informations qu'on a capturées ne rencontrent pas des éléments de ces paramètres-là et eux vont le discarter. Et là, ensuite, il y aura d'autres questions à se poser sur la façon qu'on va comptabiliser ce qui pourrait être discarté. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de ces situations-là. Et je vous dirais, le gouvernement du Québec est signataire de la Convention et a aussi l'obligation d'atteindre la même chose que nous. Fait qu'actuellement, 2020 s'en vient vite et il n'est pas à 17 % lui non plus. Fait que j'ai l'impression qu'il ne va pas trop regarder de façon à vouloir discarter des choses. En terre privée, il y a une série, il y a 23, mon Dieu que ça va vite, 23 mesures de conservation qui s'appliquent. Les là, ils sont là. Ceux-là, c'est celles qui s'appliquent en terre privée versus les autres qui s'appliquent en terre publique. Je vais sauter celle-là. Je veux surtout aller... Donc, on prend des décisions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y en a sûrement dans la salle qui ont entendu parler. J'en vois un qui est au courant d'eux. Il y a eu 2 atlas qui ont été produits découlant de l'information qu'on a capturée là. Un atlas des milieux naturels d'intérêt pour les basses terres du Saint-Laurent, dont les données sont téléchargeables à partir d'un site FTP. Les coordonnées sont là. On va vous assurer que vous allez avoir la présentation. Il y a un dernier atlas qui vient d'être largué, je crois que c'est la semaine dernière
derrière ou l'autre d'avant dans l'OGSL, qui analyse un peu les données dans l'estuaire et le golfe, de la même manière qu'on le fait dans les bassins du Saint-Laurent, c'est juste la maille est un peu plus grossière parce qu'on n'avait pas des données aussi fines. Il y a des données en cours pour la connectivité et des plans de conservation, notamment à la CMM, on a un projet pilote en cours, mais il y a d'autres secteurs également qui sont en développement. Rapidement, ce que c'est l'Atlas, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'identifier des noyaux de conservation. J'ai pris la région de Saint-Hyacinthe, je ne sais pas pourquoi, ça vous donne ici 3 noyaux que j'ai sorti les paramètres en arrière. Il y a, comment je dirais, il y a des analyses par certains critères, par des fils qu'on a fait. Donc, si on prend le premier en haut, vous voyez donc qu'il y a une somme de 5, mais il y a eu seulement deux paramètres de cible qui apparaissent dedans. Si on prend celui qui est complètement à votre gauche, bien lui, il y en a 3 paramètres de cible. Donc, en fonction des paramètres, en fonction de ce qu'on cherche, on peut prendre des décisions avec cet outil-là maintenant. Si on cherche à préconiser tel type d'habitat ou plutôt de la biodiversité ou plutôt celui qui est à 1, il y a peut-être des espèces rares dedans. Peut-être que celui-là, ici, on ne va pas vouloir l'abandonner à cause de la rareté des choses qui s'y retrouvent. Donc, même s'il a une note faible, il pourrait vouloir être capturé en fonction des stratégies de conservation. Vous voyez comment ces outils-là nous permettent de mouliner les choses, de prendre des décisions éclairées puis de développer de meilleures façons de travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas aller sur un des noyaux qui est en plein centre puis qu'il n'y a pas de mesure de conservation où il n'y a personne qui a commencé à travailler dessus. Parce qu'ensuite, la notion d'opportunité, est-ce qu'on refuse un propriétaire qui vient frapper à la porte en disant « je veux te donner mon terrain », même si ça ne tombe pas nécessairement à la meilleure place? Je pense que non. Parce que la notion d'opportunité est importante. Puis surtout aussi, on ne sait pas, la femme de ce propriétaire-là, si elle ne joue pas au bridge avec la femme d'un autre propriétaire qui, lui, est dans un noyau de conservation qui nous intéresse. La conservation, les voies du Seigneur, souvenez-vous de ça, sont impénétrables. OK? Ça va? C'est important de s'en souvenir. Ça va? Donc, futur développement, tu veux que je le fasse? Hein? Oui, non, peut-être? On voulait juste dire qu'on a plein d'autres idées maintenant que les outils sont en place. Il y a plein de choses qu'on pourrait répertorier, donc sky is the limit. Puis, mais money, hein? Ça prend de la monnaie, hein? C'est ça. Merci beaucoup.